Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Je pensais pas te parler ce matin. Je me disais même la communication entre nous va être bloquée dans ce mouvement bloquons tout. J'entends, avant de parler du reste, j'entends que tout n'est pas bloqué ce matin, là. Les policiers ont agi rapidement au début de journée. Oui, partout où il y a eu de possibles goulots d'étranglement, les forces de l'ordre sont intervenues de manière parfois assez musclée d'ailleurs. On va même au contact des manifestants. Ça, pour le Québécois moyen, là, l'écart d'intervention policière, ce qui est acceptable ici en France, là, comme emploi de la force, puis de quelques petits coups de matraque au besoin, on est dans deux univers, hein? Oui, sinon qu'il y a eu une évolution aussi du modus operandi des policiers français. À une époque, quand il y avait de grands rassemblements, quand il y avait des manifestations qui pouvaient déborder, la première des préoccupations, c'était de faire en sorte d'abord que les gens soient protégés, que les commerces, que les rues, que les infrastructures le soient, mais on n'interpellait pas beaucoup, on n'arrêtait pas beaucoup, on voulait juste fluidifier, faire en sorte que les choses avancent. Or, aujourd'hui, puis c'est visible depuis quelques années, mais c'est aujourd'hui assez évident, les policiers vont au contact, choisissent d'interpeller. Il est ici 12h30. Il y a à peu près 150-160 personnes sur l'ensemble du territoire français qui ont déjà été arrêtées. Hier, le ministre de l'Intérieur disait on s'attend à ce que plus ou moins 100 000 personnes soient mobilisées, ce qui est pas énorme. C'est une petite jauge. Pour 80 000 policiers et gendarmes mobilisés, c'est à peu près le sommet du dispositif sécuritaire qui avait été atteint au sommet de la manifestation des Gilets jaunes. Donc, on a décidé en amont d'être extrêmement visible, vu et de faire en sorte justement qu'il ne se passe rien. Donc les transports publics roulent, le métro, oui, les routes sont ouvertes, les entreprises opèrent. Oui. En fait, c'est une journée archi fluide. Je suis rentré chez moi tout à l'heure après être allé travailler à la télévision en 5 minutes, ce qui prend généralement 25. J'ai des amis qui arrivaient du Québec en avion et qui étaient super inquiets. La distance entre l'aéroport et le centre-ville, le taxi me disait 35 minutes. Hier, moi, j'ai mis 90 minutes pour rentrer, journée normale. Donc, c'est tout sauf bloqué, c'est plutôt débloqué. Drôle de paradoxe. Et pendant ce temps, on est présentement, en pleine cérémonie de passation des pouvoirs vers le nouveau premier ministre. Parle-nous de lui. Alors, Sébastien Lecornu, qui était jusqu'à ce matin et encore le ministre des Armées, c'est comme ça qu'on appelle le ministre de la Défense ici, sera-t-il un premier ministre désarmé? C'est la question que je posais hier, parce que ça sera pas simple, d'abord, de réussir à former une équipe sans être censuré, ou par l'extrême droite ou par la gauche. Quand je dis censuré, c'est-à-dire exactement le même sort qui est arrivé à François Bayrou. Je pense qu'il ne prendra pas de risque à court terme, mais dès qu'il y aura une loi, un projet de loi conséquent qui devrait être approuvé par le Parlement, ça pourrait le guetter. Donc, mais est-ce qu'il y a des qualités, quand Barnier avait été choisi, on disait c'est un homme dans les 70 ans, qui a plus rien à gagner politiquement, qui a été habitué un peu dans la diplomatie, à faire bâtir des consensus, et s'est planté en 3 mois. Est-ce que lui, Lecornu, a des qualités personnelles, des liens, des amitiés dans les partis, un respect, qui pourrait lui donner, mettons, une chance raisonnable de former un gouvernement? Première qualité, s'il en a une, c'est qu'il y a un déficit d'image publique. C'est quelqu'un de très discret, donc il est pas facile de le mettre en boîte pour ses déclarations ou autre chose. Il a réussi peut-être l'impossible sur la loi de programmation militaire, le budget militaire, qui en Europe est à la hausse un peu partout, mais la France qui veut se rendre à 5 %, il a réussi à réconcilier le Rassemblement national et les insoumis. C'est-à-dire, il a réussi à faire en sorte que sur les priorités de défense, des ennemis politiques, je ne dis pas des adversaires, mais vraiment des ennemis, c'est dans ce contexte-là qu'on doit voir les choses en France, se sont entendus sur l'objectif. On dit que c'est un habile négociateur, comme on le disait d'ailleurs, tu as raison, de Barnier, vieux technocrate, qui s'était illustré au moment de la sortie de l'Angleterre de l'Europe. On se disait, s'il a pu composer avec cet écheveau, il devrait être capable de réussir quelque chose en France. Or, ça n'a pas du tout marché. C'est quelqu'un, Lecornu, qui, sous l'écran radar, a de bonnes relations apparemment avec le Rassemblement, a été capable de parler à toutes sortes de forces politiques. C'est du côté pile, par contre, de cette pièce, c'est
le plus fidèle d'entre les fidèles de Macron, alors qu'on parle d'une fin de régime ou d'une crise de régime. C'est le seul de l'équipe au pouvoir en ce moment qui est avec le gouvernement depuis 2017. C'est celui qu'espérait mettre en place Emmanuel Macron en décembre dernier. C'est le coup de force de François Bayrou, celui qui aujourd'hui dit au revoir, qui lui avait permis de s'imposer, de damer le pion. Ce qui fait qu'il doit y avoir quand même un minimum de tension, alors que les deux, du coin de l'œil, je regarde, sont encore réunis à l'hôtel Matignon. C'est là que le premier ministre travaille et habite. Et ils ne sont pas sortis sur le perron pour faire leurs commentaires. Ça va être extraordinairement complexe. Puis si on avait à comprendre une chose, c'est que ce premier ministre, si ça ne fonctionne pas, c'est probablement le dernier fusible du président de la République. Derrière ça, il va être condamné à une dissolution, c'est-à-dire d'appeler les électeurs aux urnes au Parlement. Et c'est toute la question de la légitimité du président qui, lui, n'a pas à faire face aux électeurs parce que c'est son dernier mandat, mais qui pourrait légitimement rester en place jusqu'en 2027. Est-ce que ça sera rester en place, mais dans un contexte de crise permanente où tu n'es plus capable de former un gouvernement efficace, là? Exact. Et c'est pour ça que je te dis que si le cornu n'y arrive pas, franchement, si on avait à faire un pari, je pense que ça va être très difficile, sinon impossible. Bon. L'affaire Epstein qui continue à faire du bruit aux États-Unis. Et là, il y a une nouvelle photo qui est apparue. Les titres de journaux la décrivent comme si Epstein avait vendu une femme à Donald Trump. Une femme usagée, c'est un peu ça aussi. Ça, à sa face même, c'est dégoûtant. C'est d'une misogynie extrême. Et il est très possible qu'effectivement, ça soit un gag qui a été organisé par Epstein et des amis et que la signature qu'on retrouve sur le chèque géant de Donald Trump ne soit pas la sienne, mais que ça soit un clin d'œil. Dans ce cas-ci, ça ressemble pas à la sienne vraiment, là, contrairement à l'autre. Et que ça soit juste un gag. Alors, tu sais, des amis qui se font des gags entre eux, une photo truquée pour dire tu te rappelles la fois que tu as perdu au golf ou je sais pas quoi. Dans ce cas-ci, c'est le sous-entendu qui est extrêmement problématique. C'est le rapport, évidemment, aux femmes. C'est cette idée qu'ils étaient tous à baigner dans un univers, disons, où les rapports étaient particuliers pour dire le moins. C'est la présomption aussi. Alors, la photo de la femme qui se trouve sur le chèque a été floutée pour des raisons simples. C'est que c'est peut-être une des victimes dans l'affaire Epstein, mais le sous-entendu qui en est un de moins en moins, en fait, c'est que c'est une femme qui a été l'amie, la maîtresse des deux. Donc, cette idée qu'il y ait une grande distance, comme le dit le président en ce moment, entre Epstein et lui, en tout cas, ça semble de moins en moins probable. Ça ne veut pas dire que le président ait quelque chose à se reprocher, mais on est dans un univers où tout ça est très incestueux, si tu me pardonnes l'expression. Et on sent, non pas de la panique, mais en tout cas une volonté affirmée de la Maison-Blanche et du président de dire il faut étrangler ça à tout prix, on passe à autre chose. Vous comprenez rien, c'est juste des manœuvres politiques de nos adversaires. Je ferai remarquer, c'est exactement la technique qu'utilisait Trump quand il pensait que l'affaire Epstein le favorisait contre les démocrates. Et une affaire qui est pour moi déterminante, je la soulignais hier avec Paul Larocque, Marjorie Greene Taylor, qui est la plus Trumpiste d'entre les Trumpistes ou Trumpienne d'entre les Trumpiennes, fait partie d'une petite cohorte de 4 républicains qui se sont alliés à tous les démocrates pour voter ça prend une majorité simple à la Chambre des représentants, 218 votes, pour voter une mesure spéciale qui forcerait, ça ne veut pas dire qu'on y arriverait, mais forcerait le département de la justice à livrer à la Chambre et au comité qui fait enquête tous les documents de l'affaire Epstein. Les républicains ne veulent pas de cette affaire-là. Le patron de la majorité républicaine ne veut surtout pas, Mike Johnson, que ça arrive. Et pourtant, il y a 4 républicains qui sont favorables, disent il faut aller au fond de l'affaire, il faut de la transparence. Et parmi ceux-là, je le répète, Marjorie Greene Taylor, dont on aime souvent rire, la tourner en ridicule pour tous ses excès, soudainement, les démocrates vont beaucoup l'aimer. Check l'évolution du discours, mais surveille l'évolution du discours dans les grands médias sur Marjorie Greene Taylor, qui n'est pas celle qu'on imaginait. Mais ça, c'est pas une bonne nouvelle pour le président. Mais en fait, s'il y a une constance de Marjorie Greene Taylor, c'est que Taylor Greene est toujours dans les complots, là. Je dirais, elle est toujours prête à acheter tous les complots. Exact. Et ça, tout autour de l'affaire Epstein, c'est sulfureux là, de théories complotistes de toutes sortes. Donc, c'est sûr qu'il y a là-dedans. Là. On fera peut-être un matin
l'exercice, non pas de ce qui relève du complot, mais de ce que l'on sait et qui est vrai dans l'affaire Epstein, parce que quand tu fais le cumul de tout, tu dis le meilleur des romanciers qui écrit sur des complots, il n'aurait pas mis bout à bout tous ces éléments. Il n'y arriverait pas. Alors, je fais juste souligner qu'avec Taylor Greene, qui joue contre la Maison-Blanche, c'est pas une partie gagnée d'avance, même si Donald Trump, on l'a vu, a un talent extraordinaire pour se sortir des pires situations. 2 derniers sujets, faut résumer en 45 secondes. Israël qui attaque sur le territoire du Qatar, c'est gros? C'est énorme. D'abord parce que le Qatar, c'est un allié des Américains, parce que tout le monde s'était entendu pour dire que c'était un territoire neutre où on pouvait négocier, parce que le Qatar... Mais les chefs du Hamas se cachaient là? Ils se cachaient pas là. D'abord, ils étaient là parce qu'on les voulait là. Les États-Unis ont demandé à ce que le Qatar puisse... Quand Donald Trump, dans son premier mandat, a fermé le bureau de représentation de l'autorité palestinienne, c'est pas le Hamas, on s'entend, 2 choses distinctes. Il a quand même demandé à ce qu'il y ait un lieu, et c'était le Qatar désigné, où on pourrait continuer à avoir, un peu comme la Suisse du Proche-Orient, des rapports, des négociations avec les représentants palestiniens, y compris le Hamas. Le Qatar est le pays qui a souvent payé le Hamas avec l'assentiment de Benjamin Netanyahou, qui a laissé entrer les valises pleines d'argent à l'époque où ça faisait son affaire de faire vivre le Hamas pour diviser le pouvoir palestinien. Et là, c'est évidemment une violation de la souveraineté d'un pays qui a évidemment servi à la cause des négociations de paix. C'est d'ailleurs les négociateurs qui est en train de réfléchir à la dernière proposition des Israéliens et des Américains, mais surtout Donald Trump, qui ont été pris pour cible. Une quinzaine d'avions israéliens qui ont été utilisés pour cette mission. Pour l'instant, le Hamas dit que ces négociateurs n'ont pas été tués. Ça a engendré une levée de bouclier inévitable des pays du Proche-Orient et mondial et des alliés arabes. Alliés arabes qui n'en sont souvent pas sur le fond avec les Palestiniens, c'est-à-dire qu'ils vont parler et faire autre chose. Mais la question, puis on y reviendra, Mario, c'est toutes ces victoires tactiques indiscutables d'Israël sur tous les fronts. Vont-elles faire une somme de victoires stratégiques? Il y a 2 jours, des Palestiniens ont tué 6 Israéliens dans les rues de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il y a un état de guerre qui n'est pas latent. Il y a une guerre permanente qui se livre entre Israël et les Palestiniens. Et ça ne se réglera pas tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas quelque chose qui dépasse la victoire par la force d'Israël. Et ce qu'a fait M. Netanyahou, c'est de pousser encore plus loin les limites parce qu'à chaque fois, il a été plus ou moins récompensé. Mais c'est l'hubris. Tu connais la métaphore de l'hubris, c'est Icare qui, à force de monter près du soleil, a vu la cire de ses ailes fondre et qui est retombé au sol. Et je crois, franchement, qu'il y a un enjeu pour les Israéliens, pour M. Netanyahou, à cette idée qu'il n'y ait pas de plafond et que les victoires tactiques puissent se retourner un jour en une défaite stratégique. On y reviendra parce que ça se fait pas en 45 secondes. Et est-ce qu'on s'inquiète de ces drones russes qui auraient survolé le ciel de la Pologne? En tout cas, l'armée polonaise a agi. C'est pas la première fois, en passant, que pour attaquer l'Ukraine, les Russes survolent à quelques centaines de mètres près tant leurs missiles que leurs drones. Cette fois-ci, les Polonais ont décidé de réagir de façon plus musclée. Des avions ont été envoyés pour les éliminer. Et surtout, politiquement, ce que disent les Polonais, c'est que ça ressemble à une agression. Il faut faire très attention avec le choix des mots parce que théoriquement, c'est l'article 5, encore une fois, de l'OTAN, si un pays membre est attaqué, tous les pays sont attaqués. Alors, est-ce que c'est une attaque? Je crois qu'on voudra faire attention, mais ça dit quelque chose de la tension à la frontière. Puis en ce moment, sur plein de fronts, on voit l'Europe agiter un peu l'épouvantail de la guerre. Les Français qui disaient que les Russes étaient à la manœuvre, par exemple, ici, pour ajouter au mouvement bloquons. Donc, ils étaient un acteur sur les réseaux sociaux. C'est exactement ce que les Polonais, mais alors de façon différente et probablement plus menaçante, disent avec les drones. C'est normal, ce sont des adversaires, disons-le, l'Europe et la Russie, mais le choix des mots a de l'importance parce qu'à terme, si tu dis que tu as été attaqué, il faut que tu ailles au bout de la logique. Je suis pas sûr que personne en ce moment qui a envie de ça. Qui veut aller là. Stéphane, merci beaucoup. À demain. Salut.